Les images de la caméra de surveillance étaient restées sur le téléphone de Thomas pendant 3 jours avant qu'il ne les montre finalement à son frère. Ils étaient assis dans le salon sombre, la lueur bleue de l'écran de télévision projetant des ombres sur leurs visages tandis que la vidéo défilait en silence. « Mets-le en pause, là, » dit David doucement, sa voix à peine audible. À l'écran, 2 femmes riaient en dansant avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris. L'horodatage indiquait 2h47 du matin, le week-end précédent. Ce même week-end, David et Thomas assuraient leur quart sur la plateforme pétrolière en mer. « La blonde, c'est la tienne », dit Thomas en désignant l'écran. « La mienne, c'est la brune près du comptoir de la cuisine. » David fixa du regard sa femme, Sarah, tandis qu'elle embrassait un homme qu'il ne reconnaissait pas. Les mains de l'homme étaient posées sur sa taille, la serrant contre lui. En arrière-plan, la femme de Thomas, Michelle, enchaînait les shooters avec un autre inconnu. « Où as-tu eu ça ?» demanda David, sa voix restée calme malgré la tempête qui montait en lui. « Un détecteur de mouvement sur la terrasse arrière. Ils ont profité de notre maison pendant notre absence. Ils pensaient que personne ne vérifierait les caméras. » Le doigt de Thomas plana au-dessus du bouton de suppression. « Tu veux que je la supprime ?» David tendit la main et arrêta celle de son frère. « Ne t'avise pas de supprimer ça. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. L'esprit de David était déjà en marche, calculant, planifiant. 22 ans de mariage, 18 ans de quart en mer, d'innombrables nuits loin de chez lui, à travailler des quarts de 14 heures sur la plateforme de forage pour subvenir aux besoins de sa famille. « À quoi penses-tu » demanda Thomas. David se leva lentement, ses articulations craquant après des années de travail physique. À 45 ans, il ressentait le poids de chaque journée, de chaque heure passée penché sur des machines sous la chaleur du golfe du Mexique. « Je pense, » dit David en se dirigeant vers la fenêtre et en regardant le quartier résidentiel où ils avaient tous deux acheté des maisons 5 ans auparavant, « que je dois être très prudent quant à ce que je vais faire ensuite. » Le lendemain matin, David rentra chez lui et trouva Sarah en train de préparer le petit déjeuner pour leur fille de 16 ans, Emma. La cuisine sentait le bacon et le café, la même scène domestique qu'il avait retrouvée des centaines de fois au fil des ans. Sarah leva les yeux de la cuisinière et sourit. « Tu es rentré tôt » dit-elle en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. « Comment s'est passé le quart ?» David accepta le baiser, étudiant le visage de sa femme à la recherche de tout signe de culpabilité ou de tromperie. Sarah avait le même aspect que d'habitude, cheveux bruns mi-longs, yeux fatigués par son travail au bureau du greffier du comté, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche due à un jouet qu'Emma lui avait jeté lorsqu'elle était enfant. « Opération sans accroc » dit David. « J'ai fait un bon temps de retour. » Emma leva les yeux de son téléphone. « Papa, pourrais-je aller chez Jessica plus tard ?» Maman a dit qu'elle était trop fatiguée pour conduire. « Bien sûr » dit David en s'asseyant à la table de la cuisine. Sarah posa une assiette d'œufs et de bacon devant lui. « Que fait Jessica ?»« Juste traîner. Peut-être regarder un film. » David hocha la tête, coupant ses œufs. « Sarah, tu te souviens de ces documents de procuration que je t'ai fait signer le mois dernier pour le fonds d'urgence offshore ?» Sarah fit une pause et essuya le comptoir. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. Juste pour m'assurer que toutes nos affaires légales sont en ordre. » David prit une bouchée de bacon. Les entreprises poussaient tout le monde à organiser leurs affaires à des fins d'assurance. Le mensonge lui vint facilement. En réalité, David transférait lentement des actifs dans un fonds fiduciaire depuis des mois, bien avant d'avoir vu la vidéo. Travailler en mer lui avait appris à se préparer aux catastrophes. Il ne s'attendait simplement pas à ce que la catastrophe vienne de l'intérieur de sa propre maison. Après le petit déjeuner, David conduisit Emma chez son ami, puis rentra chez lui et trouva Sarah sous la douche. Il s'assit dans son bureau à domicile, une petite pièce près du couloir principal où Sarah entrait rarement, et ouvrit le système de sécurité sur son ordinateur. La maison disposait d'une installation domotique complète, caméra, détecteur de mouvement, et même l'enregistrement audio dans les espaces communs. David avait tout installé lui-même 2 ans auparavant, après une série de cambriolages dans le quartier. Sarah s'était plainte du coup, mais elle avait apprécié la sécurité. Ce qu'elle ignorait, c'est que David avait installé un système secondaire, qui sauvegardait tout sur un serveur séparé dans le garage. GE. Le système principal était accessible par les deux via une application sur leur téléphone. Le système de sauvegarde était réservé à David. Il ouvrit les images de la nuit de la fête et les regarda de nouveau,
cette fois avec le son activé. Il entendit Sarah rire, l'entendit parler à l'homme qu'elle avait embrassé. « Mon mari ne sera pas de retour avant mardi », la voix de Sarah parvint des haut-parleurs. « On peut rester aussi longtemps qu'on veut. » David ferma l'ordinateur portable et s'adossa à sa chaise. La trahison le blessa profondément, mais ce qui lui fit plus mal, c'est la façon désinvolte dont elle l'avait écarté, comme s'il n'était qu'un obstacle à contourner. Son téléphone vibra avec un SMS de Thomas. « Ça va ? Pas de nouvelles depuis hier. » David répondit, « Bien, juste en train de réfléchir. » « Envie de prendre une bière ? Michel travaille tard. » David esquissa presque un sourire. Michel travaillait comme infirmière à l'hôpital local, et David était prêt à parier qu'elle ne travaillait pas vraiment tard. Les images de la fête l'avaient montré en train d'échanger des numéros avec l'homme avec lequel elle dansait. « Bien sûr, tapa David. On se retrouve chez Murphy S dans 1 heure. » La taverne de Murphy était un bar de quartier fréquenté par les travailleurs offshore et les équipes de construction. Les boissons étaient bon marché, la musique forte, et personne ne posait de questions. David et Thomas s'assirent dans un coin, buvant leur bière et regardant un match de basket à la télévision au-dessus du bar. « Alors, quel est le plan ?» demanda Thomas après 10 minutes de silence. « Le plan ? Allez, David. Je te connais. Tu travailles en mer depuis 20 ans. Tu ne fais rien sans un plan. » David prit une longue gorgée de sa bière. « La première chose que je vais faire, c'est recueillir des informations. Des preuves. Ensuite, quoi ? Ensuite, je vais les détruire. » Thomas fixa son frère. « Tu es sûr de ça ? Peut-être pourrions-nous simplement les confronter. Essayer de régler les choses. » Régler les choses ? La voix de David était calme, mais il y avait de l'acier dedans. « Thomas, ta femme embrassait un inconnu dans notre cuisine. Ma femme planifiait quand toi et moi serions partis pour qu'elle puisse organiser une fête. Ce n'était pas une erreur. C'était calculé. » Thomas baissa les yeux vers sa bière. Michel a été différente ces derniers temps. Distante. Je pensais que c'était juste le stress du travail. Depuis combien de temps est-elle distante ? Peut-être 6 mois. Environ au moment où elle a commencé à sortir plus souvent avec ses copines. David hocha la tête. Sarah fait la même chose. Elle dit qu'elle a besoin de plus de temps pour elle maintenant qu'Emma est plus âgée. Ils restèrent silencieux, regardant le match de basket auquel aucun des deux ne s'intéressait. Finalement, Thomas reprit la parole. « Quel genre de preuves cherches-tu ? Relevé financier, relevé téléphonique, historique de voyage. Je veux tout savoir. » David termina sa bière et fit signe à la serveuse pour en avoir une autre. Le système domotique enregistre l'audio dans les espaces communs. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre qui soit légal. C'est ma maison, mon système. Tout est à mon nom. David sourit sombrement. Incroyable ce que l'on peut accomplir quand on est le seul à lire les petits caractères. Au cours de la semaine suivante, David adopta une routine. Il rentrait de sa rotation offshore, agissait normalement avec Sarah et Emma, puis passait son temps libre à revoir les enregistrements de sécurité et les dossiers financiers. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. La fête n'avait pas été un événement ponctuel. Sarah avait invité des hommes régulièrement pendant des mois, toujours quand David était en mer. Elle utilisait leur carte de crédit commune pour payer des dîners et des chambres d'hôtel. Elle avait même utilisé leur fonds de vacances pour acheter de nouveaux vêtements et bijoux. Mais la véritable découverte eut lieu lorsque David accéda à l'ordinateur de travail de Sarah à distance. En tant que greffière du comté, Sarah avait accès au registre de propriété, aux dépôts légaux et à d'autres informations sensibles. David trouva des échanges de mails entre Sarah et son amant, un homme nommé Jake Peterson, qui travaillait pour une entreprise de forage concurrente. Les emails révélaient que Sarah partageait des informations sur le calendrier de travail de David en mer, ses revenus, et même des détails sur le système de sécurité. Jake utilisait ces informations pour planifier quand il était sûr de visiter la maison. Dans un email, Sarah avait écrit « David est tellement obsédé par son travail qu'il ne remarque même pas ce qui se passe à la maison. On pourrait probablement cambrioler l'endroit et il penserait que c'est un dysfonctionnement de l'équipement. » David imprima les emails et les rangea dans un coffre-fort ignifuge dans le garage. Avec des copies de toutes les images vidéo. Puis il commença la phase 2 de son plan. Le fonds fiduciaire qu'il mettait en place depuis des mois était enfin prêt.
David avait transféré de l'argent lentement, quelques centaines à la fois, le faisant passer pour des transferts d'investissement de routine. Le titre de propriété de la maison était déjà au nom du fonds, tout comme son camion et son bateau. Légalement, David ne possédait rien, mais il contrôlait tout par l'intermédiaire du fonds. Le nom de Sarah n'apparaissait sur rien de tout cela. L'étape suivante était plus délicate. David devait documenter l'infidélité de Sarah de manière à ce qu'elle soit recevable devant un tribunal. Mais il devait aussi se protéger légalement. Il ne pouvait pas simplement la confronter avec les preuves, ce qui lui donnerait le temps de préparer une contre-attaque. Au lieu de cela, David décida de laisser les propres actions de Sarah la détruire. Il commença par organiser une réunion avec le service juridique de son entreprise. En tant que superviseur offshore, David avait des raisons légitimes de consulter les avocats au sujet de la sécurité des travailleurs et des questions de responsabilité. Mais pendant la réunion, il mentionna nonchalamment des préoccupations concernant les habilitations de sécurité des employés et le partage d'informations. Hypothétiquement, dit David à l'avocat de l'entreprise, si quelqu'un partageait des horaires offshore ou des informations sur le personnel avec des concurrents, quelles seraient les conséquences? L'expression de l'avocat devint grave. Ce serait une violation majeure de la sécurité. Nous avons eu des problèmes d'espionnage industriel par le passé. Toute personne surprise à partager des informations sensibles ferait face à un licenciement immédiat et à d'éventuelles poursuites pénales. Même si ce n'était que des confidences sur l'oreiller, quelqu'un se vantant auprès de sa petite amie de son travail, surtout dans ce cas. Les relations personnelles sont la source la plus courante de violations de sécurité. L'avocat se pencha en avant. David, y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous préoccupe? Je veux juste m'assurer que tous mes gars comprennent les règles, dit David. Merci de votre temps. Ce soir-là, David dîna avec Emma tandis que Sarah travaillait tard au bureau du comté. Sa fille était restée silencieuse ces derniers temps, passant plus de temps dans sa chambre et moins avec la famille. David se demanda si elle avait remarqué la tension entre ses parents. « Papa, dit Emma, en tripotant sa purée de pommes de terre. Toi et maman, ça va? » David leva les yeux de son steak. « Pourquoi demandes-tu? Vous ne vous parlez plus, et maman est bizarre. Elle est toujours sur son téléphone et elle se fâche quand je lui pose des questions. » David posa sa fourchette. Emma était intelligente, bien plus intelligente que l'un ou l'autre de ses parents à son âge. Elle avait déjà été acceptée dans 3 universités avec l'intention d'étudier l'ingénierie. « Ta mère et moi traversons des choses, dit David prudemment. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? » Emma hocha la tête, mais ses yeux étaient inquiets. « Vous allez divorcer? » Je ne sais pas, ma chérie, mais si nous le faisons, ce ne sera pas de ta faute, et je m'assurerai que tu sois prise en charge. Cette nuit-là, après que Sarah fut rentrée de sa soirée tardive au bureau, David resta au lit à l'écouter sous la douche. Quand elle se glissa à côté de lui, il sentit un parfum inconnu sur sa peau. « Comment s'est passé le travail » demanda-t-il dans l'obscurité. « Occupé. Nous préparons les évaluations de la taxe foncière le mois prochain. » Encore un mensonge. David avait vérifié le calendrier du bureau du comté. Aucune session de nuit n'était prévue pour le reste du mois. Le lendemain matin, David passa à l'action. Il imprima des copies des emails de Sarah et des images vidéo de la fête, puis se rendit au palais de justice du comté. Il demanda une réunion avec la superviseure de Sarah, affirmant qu'il avait des préoccupations concernant la sécurité de l'information. David avait fait ses recherches. La patronne de Sarah, Patricia Williams, était une femme directe qui travaillait pour le comté depuis 30 ans. Elle avait survécu à plusieurs administrations politiques en gérant son service d'une main de fer et en évitant les scandales. « Monsieur Thompson, que puis-je faire pour vous » demanda Patricia, le faisant s'asseoir dans son bureau. « Je suis ici au sujet de ma femme, Sarah Thompson. Elle travaille dans votre service. » L'expression de Patricia devint réservée. « Y a-t-il un problème ?» David lui tendit une enveloppe Kraft. « Je crois que Sarah a partagé des informations sensibles avec des personnes non autorisées. J'ai des preuves. » Patricia ouvrit l'enveloppe et examina son contenu. Son visage pâlit en lisant les emails et en regardant les horodatages. « Est-ce des images vidéo? » « C'est très grave, dit-elle finalement. Je devrais mener une enquête formelle. » « Je comprends. J'ai simplement estimé qu'il était de mon devoir de le signaler. » David quitta le palais de justice sans aucune satisfaction, seulement une froide détermination à mener le plan à son terme.
Il se rendit chez Thomas et trouva son frère assis sur le porche, buvant du café et regardant dans le vide. « Michel est parti, » dit Thomas sans lever les yeux. Elle a pris ses affaires et a emménagé chez sa sœur. David s'assit sur la chaise à côté de son frère. Quand? Hier. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour y voir clair. Thomas rit amèrement. 20 ans de mariage et elle a besoin d'espace pour y voir clair. Tu l'as confrontée à propos de la vidéo? Oui, elle a d'abord nié, puis a dit que c'était juste un amusement inoffensif. Ensuite, elle s'est mise en colère et a dit que je l'espionnais. Thomas secoua la tête. Elle m'a fait sentir que j'étais le méchant. David comprit. C'était ainsi que cela fonctionnait. La partie coupable essayait toujours d'inverser les rôles, de faire sentir à la victime quel était le problème. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda David. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que j'aurais dû faire plus attention à elle. Peut-être que si j'avais été plus souvent à la maison. » Arrête. La voix de David coupa la pitié de Thomas. Tu n'as pas trompé. Tu n'as pas trahi 20 ans de mariage. Tu n'as pas fait entrer des étrangers chez toi pour en rire. Thomas regarda son frère avec des yeux fatigués. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu te protèges légalement, financièrement, émotionnellement. Tu documentes tout et tu te prépares à la guerre. Je ne veux pas me battre avec elle. Elle te combat déjà. Elle te combat depuis des mois. Tu ne le savais juste pas. Cet après-midi-là, David rentra chez lui et trouva Sarah faisant les 100 pas dans la cuisine, son téléphone pressé contre son oreille. Elle parlait à voix basse, mais David en entendit assez pour savoir qu'elle parlait à Jake Peterson. « Je ne peux pas parler maintenant, » disait Sarah. « Quelque chose est arrivé au travail. Je pourrais avoir des ennuis. » David fit semblant de regarder le courrier, mais il écoutait chaque mot. « Non, je ne pense pas que David sache quoi que ce soit. Il est trop stupide pour comprendre. » La voix de Sarah était tendue par le stress. « Écoute, je dois y aller. Je t'appellerai ce soir. » Elle raccrocha le téléphone et se tourna pour trouver David qui la regardait. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec douceur. « Bien, juste des affaires de travail. » Le sourire de Sarah était forcé. « Comment s'est passée ta journée ? » « Bien. J'ai eu quelques courses à faire en ville. » Ce soir-là, David et Sarah dînèrent dans un silence tendu. Emma picora sa nourriture et évita le contact visuel avec ses deux parents. La dynamique familiale avait radicalement changé en quelques semaines seulement, et tout le monde le ressentait. Après le dîner, Emma s'excusa pour faire ses devoirs. Sarah disparut dans la chambre pour passer des appels téléphoniques. David s'assit dans son bureau, révisant les preuves qu'il avait recueillies. Tout était en place. Il n'avait plus qu'à attendre que les dominos tombent. Le premier domino tomba 3 jours plus tard. Sarah rentra du travail en larmes, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Ils m'ont suspendu », annonça-t-elle, jetant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Patricia Williams m'a suspendu en attendant l'enquête. » David leva les yeux de son journal. « Enquête pourquoi ? Ils disent que j'ai partagé des informations confidentielles avec des personnes non autorisées. C'est n'importe quoi. Qui dirait une chose pareille ? » Les yeux de Sarah se plissèrent. « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Quelqu'un essaie de me saboter. » Emma entra dans la cuisine, attirée par la voix forte de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Rien, ma chérie. Juste quelques problèmes au travail. » La voix de Sarah s'adoucit lorsqu'elle parla à Emma, mais la colère était toujours là, sous-jacente. Cette nuit-là, David entendit Sarah au téléphone avec Jake Peterson. Elle pleurait, le suppliant de l'aider à trouver qui l'avait dénoncé. La réponse de Jake fut apparemment moins que solidaire, car la voix de Sarah devint plus forte et plus désespérée. « Tu ne peux pas simplement m'abandonner maintenant, » disait-elle. « Nous sommes dans le même bateau. » Il y eut une longue pause. Puis la voix de Sarah se brisa. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux plus me voir ? Jake, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » David entendit le téléphone claquer contre le mur, suivi des sanglots étouffés de Sarah. Il ne ressentit aucune satisfaction de sa douleur, seulement un vide froid là où son mariage avait été. Le second domino tomba une semaine plus tard. Jake Peterson perdit son emploi dans Elle.
Entreprise de forage concurrente après que l'employeur de David eut déposé une plainte pour espionnage industriel. Les preuves étaient circonstancielles, mais suffisantes pour soulever des questions sur la fiabilité de Jake. Sans emploi, Jake décida apparemment que Sarah était plus un problème qu'elle ne valait. Il cessa de répondre à ses appels et la bloqua sur les réseaux sociaux. Le désespoir de Sarah devint plus évident de jour en jour. Elle commença à boire davantage, à veiller tard, à faire défiler son téléphone et à marmonner seule. Elle s'en prenait à Emma pour des broutilles et passait des heures enfermée dans la salle de bain à pleurer. David observa tout cela avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant une expérience. Il avait l'impression de voir une étrangère se détruire, et non la femme avec qui il était marié depuis 22 ans. Le troisième domino fut le plus personnel. Emma vint dans le bureau de David un soir, son visage sérieux et déterminé. « Papa, il faut que je te parle de quelque chose. » David enregistra le tableur sur lequel il travaillait et se tourna pour accorder toute son attention à sa fille. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Emma ferma la porte derrière elle et s'assit sur la chaise en face de son bureau. Elle avait l'air nerveuse mais résolue. « Je sais pour maman, dit-elle doucement. Je sais ce qu'elle a fait. » L'estomac de David se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai vu les vidéos, papa, sur ton ordinateur. L'écran était toujours allumé quand je suis venu chercher un stylo la semaine dernière. David ferma les yeux. Il avait été si prudent pour garder les preuves loin d'Emma, mais elle était trop intelligente et trop observatrice pour manquer les signes. « Emma, je peux expliquer. » « Tu n'as rien à expliquer. » La voix d'Emma était stable, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Maman te trompe. J'ai compris il y a des semaines. » « Comment ? » Les appels téléphoniques, les nouveaux vêtements, la façon dont elle agit. Emma essuya ses yeux du revers de la main. « Et la façon dont elle te traite comme si tu étais juste un obstacle. » David contourna le bureau et serra sa fille dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme elle le faisait quand elle était petite et faisait des cauchemars. « Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon, dit David. J'essayais de t'en protéger. Je sais, mais papa, je ne suis plus une petite fille. Je peux gérer la vérité. » Ils se tinrent l'un l'autre pendant un long moment. Deux personnes qui avaient été trahies par quelqu'un en qui elles avaient entièrement confiance. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Emma quand ils se séparèrent enfin. « Je vais m'assurer que toi et moi soyons pris en charge, dit David. Quoi qu'il arrive avec ta mère. Je veux vivre avec toi, dit Emma fermement. Après le divorce, je veux vivre avec toi. David sentit son cœur se briser un peu plus. Emma n'aurait pas dû avoir à choisir entre ses parents, mais Sarah avait rendu ce choix inévitable. Nous allons nous débrouiller, promit David. Ensemble. Le quatrième domino tomba lorsque l'enquête sur Sarah au travail se conclut. Le bureau du procureur du comté décida que, bien qu'il ne puisse prouver l'intention criminelle, les actions de Sarah constituaient une grave violation des protocoles de confidentialité. Elle fut licenciée sur le champ, sans indemnité de départ et sans aucune possibilité de réembauche. Sarah rentra chez elle cet après-midi là tel un ouragan, claquant les portes et jetant des objets. Emma se retira dans sa chambre tandis que David restait calmement à la table de la cuisine, observant sa femme s'autodétruire. « C'est ta faute, lui hurla Sarah. Tu m'as fait ça. Tu m'as dénoncé à Patricia Williams. » David leva les yeux de son café. « J'ai signalé une violation de sécurité. Je n'avais pas le choix. » Violation de sécurité ? Je n'ai jamais rien dit d'important à Jake. C'était juste une conversation décontractée. Tu lui as donné mon emploi du temps. Tu lui as parlé de notre système de sécurité. Tu as partagé des informations confidentielles du comté. La voix de David resta calme et égale. Comment appelles-tu ça ? Le visage de Sarah devint blanc. Elle n'avait pas réalisé à quel point David en savait. Comment as-tu ? Commença-t-elle, puis s'arrêta. Comment j'ai découvert ? De la même manière que n'importe quelle personne raisonnable le découvrirait. J'ai fait attention. Sarah s'effondra sur une chaise en face de lui, semblant soudain plus âgée que ses 43 ans. David, il faut qu'on parle de nous, de notre mariage. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Je sais que les choses n'ont pas été bonnes entre nous. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. David faillit rire. Après des mois de trahison, après avoir détruit leur famille,
Après l'avoir humilié devant toute la communauté, Sarah voulait les régler les choses. Je ne crois pas, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'en ai fini avec toi, avec ce mariage, avec cette mascarade où tout va bien. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Tu ne peux pas vouloir dire ça. Nous avons une histoire ensemble. Nous avons Emma. Emma ira bien. Elle est plus forte que nous deux. David, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. David se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le quartier semblait paisible et normal. Des enfants jouant dans les jardins. Des voisins promenant leurs chiens. L'illusion d'une harmonie de banlieue. Tu m'aimes, répéta-t-il. Quand as-tu décidé ça? Avant ou après que Jake ait cessé de répondre à tes appels? Sarah tressaillit comme s'il l'avait giflé. Ce n'est pas juste. Juste? David se retourna vers elle. Tu veux parler de juste? Était-ce juste quand tu as fait entrer des étrangers chez nous? Était-ce juste quand tu as ri de ma stupidité? Était-ce juste quand tu as utilisé notre argent de vacances pour acheter des vêtements pour ton aventure? Les larmes de Sarah coulaient librement maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce que je pensais. Tu pensais que j'étais trop stupide pour le découvrir. Tu pensais que j'étais juste un chèque de paie qui se trouvait vivre dans ta maison. La voix de David était toujours calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Tu pensais que tu pouvais avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée? À quand remonte la dernière fois que tu as montré le moindre intérêt pour ma vie, mon travail, mes sentiments? David secoua la tête. Tu as quitté ce mariage il y a des années. Tu as juste oublié de me le dire. Sarah essaya de répondre, mais David leva la main. Je demande le divorce, dit-il. Emma pourra choisir où elle veut vivre. Quant à la maison, aux voitures, aux comptes bancaires, eh bien, nous laisserons les avocats s'en occuper. Le visage de Sarah passa de dévasté à enragé en quelques secondes. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. C'est ma maison aussi. En fait, non. Qu'est-ce que tu veux dire? David retourna à la table et s'assit en face d'elle. Je veux dire que ton nom n'est pas sur le titre de propriété. Il ne l'est plus depuis 6 mois. Sarah le fixa, confuse. C'est impossible. Nous avons acheté cette maison ensemble. Nous l'avons fait, mais je l'ai refinancée l'année dernière, tu te souviens? Pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. Je t'ai fait signer des papiers. La couleur quitta le visage de Sarah alors qu'elle réalisait ce que David lui disait. Ce n'étaient pas des papiers de refinancement. Non, c'étaient des documents fiduciaires. La maison, les voitures, les comptes bancaires. Tout est dans un trust maintenant. Un trust que je contrôle. Sarah se leva si vite que sa chaise tomba. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la fraude. Ce n'est pas de la fraude quand tu signes les papiers volontairement. Tu n'as juste pas pris la peine de lire ce que tu signais. David sourit sombrement. Incroyable ce que l'on peut accomplir quand on est le seul à faire attention aux détails. Sarah tremblait de rage maintenant. Je vais te combattre. Je vais prendre un avocat et je vais te combattre pour tout. Avec quel argent? Tu viens de perdre ton travail. Tes cartes de crédit sont à la limite à cause de tes virées shopping avec Jake. Et ton petit ami ne va pas t'aider. Il est trop occupé à chercher un nouveau travail. La vérité frappa Sarah comme un coup physique. Elle était vraiment piégée, sans argent, sans emploi et sans alliés. Tu as planifié ça, murmura-t-elle. Tu as planifié tout ça. J'ai préparé ça, corrigea David. Il y a une différence. Cette nuit-là, Sarah ne vint pas au lit. David la trouva le lendemain matin dormant sur le canapé, entièrement vêtue, une bouteille de vin vide sur la table basse à côté d'elle. Emma descendit pour le petit déjeuner et vit sa mère affalée sur le canapé. Elle regarda David avec des yeux tristes d'adulte. Elle va s'en remettre, demanda Emma. Je ne sais pas, dit David honnêtement. Ça dépend d'elle. Au cours des jours suivants, Sarah tenta à plusieurs reprises de contacter d'anciens amis et des membres de sa famille, cherchant soutien et sympathie. Les résultats furent décevants. La plupart des gens avaient déjà entendu parler de son affaire par le réseau de commérage de la petite ville.
Ceux qui n'étaient pas au courant furent rapidement informés par les appels téléphoniques décousus de Sarah, empreints de désespoir. Sa sœur, Linda, fut directe. « Sarah, tu as fait ton lit. Maintenant, tu dois y dormir. » Sa meilleure amie du lycée fut plus diplomate, mais tout aussi peu compatissante. « Je pense juste que tu dois te se concentrer sur la remise en ordre de ta vie. » Pour Emma. Même la mère de Sarah, qui avait toujours pris le parti de sa fille dans tous les conflits, fut froide et distante. « Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça à David. Il n'a été que bon envers toi et Emma. » L'isolement commença à ronger l'état mental déjà fragile de Sarah. Elle commença à boire plus tôt dans la journée et à passer des heures sur les réseaux sociaux, faisant défiler des photos de son ancienne vie et laissant des commentaires de plus en plus erratiques sur les publications de ses amis. Emma passait de plus en plus de temps à la bibliothèque ou avec des amis, évitant l'atmosphère toxique à la maison. Quand elle était là, elle restait dans sa chambre, la porte verrouillée. David continua sa routine normale. Travail, maison, dîner, soirée tranquille dans son bureau. Il était poli mais distant avec Sarah, la traitant comme une invitée indésirable qui avait abusé de son hospitalité. Le dernier domino tomba un mardi soir de fin mars. David était en train de consulter des brochures universitaires avec Emma lorsqu'ils entendirent une voiture entrer dans l'allée. Sarah était sortie tout l'après-midi, affirmant qu'elle cherchait du travail, mais David la soupçonnait d'être au bar. La porte d'entrée s'ouvrit en claquant et Sarah trébucha, clairement ivre. Elle était suivie d'un homme que David ne reconnaissait pas. Grand, mince, avec des cheveux gras et une odeur de cigarette et de parfum bon marché. « David !» appela Sarah d'une voix pâteuse. « Je veux te présenter quelqu'un. C'est Rick. »« Rick, c'est mon mari, David. » Emma regarda son père avec des yeux grands et effrayés. David se leva lentement, son corps tendu par une colère contenue. « Sarah, tu dois faire sortir cet homme de ma maison, » dit David doucement. « Ta maison ?» Sarah rit amèrement. « C'est toujours ma maison aussi. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, je peux faire venir qui je veux ici. » Rick s'avança, chancelant légèrement. « T'as un problème avec ma présence ici ?» David étudia l'homme un instant. Rick était plus jeune que Sarah, peut-être 35 ans, avec l'apparence de quelqu'un qui avait passé plus de temps dans les bars qu'au travail. Il essayait d'avoir l'air dur, mais David pouvait voir l'incertitude dans ses yeux. « Je n'ai pas de problème avec toi, » dit David calmement. « J'ai un problème avec le fait que tu sois chez moi. Peut-être devrais-tu te mêler de tes affaires, vieil homme. » Emma se leva du canapé. « Maman, s'il te plaît, fais-le partir. » Sarah ignora sa fille et se rapprocha de Rick, passant son bras autour de sa taille. « Rick va rester pour dîner. N'est-ce pas, chérie ?» David regarda Emma, puis Sarah. Sa fille était effrayée et embarrassée, voyant sa mère se donner en spectacle avec un inconnu. « Emma, va dans ta chambre, » dit David doucement. « Papa, va dans ta chambre maintenant. » Emma monta précipitamment les escaliers, mais David savait qu'elle écouterait depuis le haut de l'escalier. Il se retourna vers Sarah et Rick. « Vous avez deux choix, » dit David, sa voix toujours calme, mais avec un accent d'acier. « Vous pouvez partir volontairement, ou je peux appeler la police et vous faire expulser pour intrusion. » Rick rit. « Intrusion ? Ta femme m'a invité ici. » Ma femme n'a pas l'autorité d'inviter qui que ce soit ici. Cette maison est détenue dans un trust et je suis l'unique fiduciaire. Vous êtes en train d'enfreindre la loi. Le visage de Sarah rougit de colère. Tu ne peux pas faire ça, David. Je vis toujours ici. Pour l'instant, mais cela peut changer très vite. David sortit son téléphone et commença à composer. C'est le 911. Je dois signaler un incident d'intrusion. La bravade de Rick s'évapora. Et, attendez une minute. Je ne veux pas d'ennui. Alors partez, dit David, gardant toujours le téléphone à son oreille. Rick regarda Sarah, qui fusillait David du regard avec une haine pure. Peut-être que je devrais y aller, chérie. Ça n'en vaut pas la peine. Ne t'avise pas de me quitter, dit Sarah en attrapant le bras de Rick. Tiens-lui tête. Mais Rick reculait déjà vers la porte. Je t'appellerai plus tard, Sarah, quand les choses se calmeront. Il partit sans un mot de plus, ses pas résonnant sur le porche d'entrée. Sarah resta au milieu du salon, chancelant légèrement, l'air perdu et brisé. Tu m'as humilié, dit-elle, la voix pâteuse de larmes et d'alcool.
Tu t'es humilié toi-même, répondit David. Devant ta fille. Sarah regarda vers les escaliers où Emma écoutait sans aucun doute. Un instant, son visage se crispa de honte et de regret. Je suis sa mère, murmura Sarah. Alors agis comme telle, cette nuit-là, David entendit Sarah vomir dans la salle de bain. Il ne se leva pas pour l'aider. Le lendemain matin, elle était partie. Elle avait fait une valise et laissé une note disant qu'elle restait chez une amie et reviendrait plus tard pour le reste de ses affaires. Emma T. Rouva la note la première et la porta à David. Elle pleurait doucement, le genre de larmes profondes et silencieuses qui viennent quand l'enfance se termine enfin. Elle est vraiment partie, dit Emma. David serra sa fille contre lui. Oui, elle est vraiment partie. Ça va? David réfléchit à la question. Est-ce qu'il allait bien? Ah. Son mariage était terminé. Sa famille était brisée. Sa vie avait été bouleversée par la trahison et les mensonges. Mais il était aussi libre. Libre de la tension constante, de cette sensation de marcher sur des œufs, de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Ça va aller, dit-il. On va s'en sortir. La procédure de divorce dura 6 mois. Sarah engagea un avocat avec de l'argent emprunté à sa sœur, mais la bataille juridique était terminée avant même d'avoir commencé. Le contrat de mariage que David avait exigé lors de leur union, combiné à la structure de fiducie qu'il avait mise en place, laissait à Sarah très peu de pouvoir de négociation. Elle obtint la moitié de leur compte d'épargne commun, environ $3 000, et ses effets personnels. Tout le reste resta à David, y compris la garde principale d'Emma. Sarah se battit pour obtenir davantage, affirmant qu'elle avait été trompée en signant les documents de fiducie, mais les preuves étaient contre elle. Elle avait signé les papiers devant un notaire, et il y avait des documents montrant qu'elle avait été conseillée de demander un avis juridique indépendant. La dernière audience eut lieu par une froide journée de novembre. David était assis au tribunal avec son avocat, observant Sarah signer les papiers de divorce d'une main tremblante. Elle paraissait plus âgée que ses 44 ans, épuisée par des mois de stress et d'incertitude. Lorsque ce fut terminé, l'avocat de Sarah rassembla les papiers et partit rapidement. Sarah s'attarda dans le couloir, l'air de vouloir dire quelque chose à David. « J'espère que tu es heureux, dit-elle finalement. David regarda la femme avec qui il avait été marié pendant 22 ans. « Je ne suis pas heureux, Sarah, mais je suis en paix. Je t'ai aimé, tu sais. Je t'ai vraiment aimé. Peut-être, mais ce n'était pas suffisant. » Sarah hocha lentement la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Prends soin d'Emma. Je le ferai. » Elle s'éloigna sans se retourner, ses talons claquant sur le marbre du tribunal. David la regarda partir, ne ressentant rien d'autre qu'un vide là où sa colère se trouvait autrefois. Ce soir-là, David et Emma dînèrent dans leur restaurant préféré, une petite trattoria italienne qu'ils fréquentaient depuis qu'Emma était petite. C'était leur tradition pour célébrer les grandes occasions. Et la fin de la procédure de divorce semblait suffisamment importante. « Alors, quoi maintenant » demanda Emma, enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. « Maintenant, on va voir ce qui vient ensuite, » dit David. « Tu as des candidatures universitaires à terminer. Je dois décider si je continue à travailler en mer ou si je trouve quelque chose de plus proche de la maison. J'aimerais que tu sois plus souvent à la maison. » David sourit. « Alors c'est ce que je ferai. » Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment, observant les autres familles autour d'eux. Des familles normales, pensa David, avec leurs problèmes normaux et leur vie normale. « Papa, dit Emma soudainement, oui, je suis fier de toi. Pour la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu être méchant, mais tu ne l'as pas été. » David tendit la main sur la table et serra celle de sa fille. « J'ai été méchant. J'ai détruit la vie de ta mère. Elle a détruit sa propre vie. Tu n'as fait que le documenter. » David rit malgré lui. « Tu es trop intelligente pour ton propre bien. Je le tiens de mon père. » Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, David pensa à l'avenir. Emma partirait pour l'université dans 8 mois. Il serait seul dans la maison qu'il avait tant lutté pour conserver. Peut-être la vendrait-il pour trouver quelque chose de plus petit. Peut-être voyagerait-il. Peut-être essaierait-il de nouveau de sortir avec quelqu'un, bien que cela lui semblât impossible à imaginer. Pour l'instant, cependant, il était satisfait. Il avait protégé sa fille et lui-même. Il avait appris qu'il était plus fort qu'il ne le pensait,
plus capable de survivre à la trahison qu'il ne l'avait imaginé. La maison était silencieuse quand ils rentrèrent. Emma monta à l'étage pour travailler sur ses devoirs pendant que David s'asseyait dans son bureau, parcourant les dossiers de preuves qu'il avait accumulés au fil des mois. Il pouvait les supprimer maintenant. Le divorce était définitif. Les batailles étaient terminées. Mais quelque chose le fit hésiter. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'identification de l'appelant afficha le numéro de Thomas. « Salut », répondit David. « C'est fait », dit Thomas. Sa voix semblait creuse. « Michel Assain. Et les papiers aujourd'hui. C'est officiellement terminé. » David referma les dossiers de preuves. « Comment tu tiens le coup ? » « Comme si j'avais été frappé par un camion, mais un camion que j'ai vu arriver de loin. » Thomas marqua une pause. « Envie de prendre une bière ? J'aurais bien besoin de compagnie qui ne soit pas un avocat. » « Bien sûr, au Murphy S. En fait, essayons un nouvel endroit. J'en ai marre de celui-là. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant de l'autre côté de la ville, un endroit où aucun d'eux n'était allé auparavant. Thomas avait l'air épuisé, mais étrangement soulagé, comme un homme qui avait enfin posé un lourd fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Alors, qu'est-ce qui t'attend ? » demanda David après qu'ils eurent commandé. « Je pense à vendre la maison. Trop de souvenirs. » Thomas but une gorgée de sa bière. « Peut-être déménager près de ma sœur à Dallas. Recommencer à zéro. Ça pourrait être bon pour toi. Et toi ? Tu restes là ? » David considéra la question. Pour l'instant, Emma a sa dernière année à finir. Après ça, qui sait ? Ils parlèrent de choses pratiques. Des avocats, le partage des biens, les modalités de garde. Mais sous la conversation de surface se cachait une compréhension plus profonde. Ils étaient tous deux des survivants de quelque chose qui les avait presque détruits. Ils avaient tous deux appris des choses sur eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais voulu savoir. « Tu te demandes parfois si on aurait pu l'empêcher ? » demanda Thomas soudainement. Si on avait fait plus attention, était plus souvent à la maison, était différent d'une manière ou d'une autre. David s'était posé la même question 1 millier de fois. Non, dit-il finalement. Nous étions de bons maris. Nous avons travaillé dur, pourvu à nos familles, aimé nos femmes. Ce qu'elles ont fait, c'était leur choix. Michel a essayé de me blâmer à la fin. Elle a dit que j'étais froid, distant, que je me souciais plus du travail que d'elle. Sarah a dit quelque chose de similaire, mais tu sais quoi ? Même si c'était vrai, même si nous étions de terribles maris, ça ne leur donnait pas le droit de tromper. Ça leur donnait le droit de demander des conseils, une séparation ou un divorce, pas de mentir, d'agir en douce et de nous humilier. Thomas hocha lentement la tête. Oui, je sais que tu as raison. C'est juste que, ça fait mal, tu sais, 20 ans et je n'ai rien vu venir. Peut-être que ça en dit plus sur nous que sur elle. Peut-être que nous sommes juste le genre de personnes qui font confiance jusqu'à ce qu'elles aient une raison de ne plus le faire. Ils terminèrent leur bière dans un silence confortable. Deux hommes qui avaient traversé l'enfer et en étaient sortis marqués mais intacts. 1 mois plus tard, David travaillait dans son garage quand Emma vint lui dire qu'il avait un visiteur. Il leva les yeux du moteur de bateau qu'il était en train de reconstruire pour voir Jake Peterson debout dans son allée. Jake avait l'air terrible, mal rasé, maigre, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Il était manifestement nerveux, se déplaçant d'un pied sur l'autre et évitant le contact visuel. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda David, sans même prendre la peine d'essuyer la graisse de ses mains. « J'ai besoin de te parler, » dit Jake. « À propos de Sarah. » David posa sa clé et regarda vraiment l'homme qui avait aidé à détruire son mariage. Jake était plus jeune que David, peut-être 38 ans, avec le genre de beau très lisse qui le rendait probablement populaire auprès des femmes. Mais de près, David pouvait voir la faiblesse sur son visage. Les défauts de caractère que Sarah avait apparemment négligés. Quoi d'elle ? Elle m'appelle beaucoup. Elle ? Elle ne va pas bien. David faillit rire. Et tu veux que je fasse quelque chose ? Elle a besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Elle boit trop, ne prend pas soin d'elle. Elle parle d'eux. Jake s'interrompit, incapable de finir la phrase. Parler de quoi ? Se faire du mal ? Peut-être pire. David sentit un frisson lui parcourir l'échine. Malgré tout ce que Sarah avait fait,
il ne voulait pas qu'elle se fasse du mal. Pour Emma, à défaut d'autre chose. Où logeait-elle? Dans un complexe d'appartements du côté sud. Un vrai taudis. Elle ne peut pas se permettre mieux. Jake semblait sincèrement angoissé. J'ai essayé de l'aider, mais elle est obsédée par toi, par l'idée de se venger de toi. Elle te blâme pour tout. Bien sûr qu'elle le fait. Écoute, je sais que tu me détestes. Je sais que ce que nous avons fait était mal, mais Sarah, elle n'est plus la même personne qu'elle était quand nous étions ensemble. Quelque chose est brisé en elle. David étudia le visage de Jake, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation. Tout ce qu'il vit était une inquiétude et une culpabilité sincère. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Peut-être. Appeler sa sœur ou sa mère. Quelqu'un qui peut la faire entrer en thérapie ou en désintoxication, ou quelque chose. Jake passa ses mains dans ses cheveux. Je ne peux pas être celui qui l'aide. Je fais partie du problème. David devait reconnaître à Jake une telle lucidité. Tu as raison. Tu fais partie du problème. Je sais. Et je suis désolé pour tout ça. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Qu'on allait tous être amis? Que ça irait pour moi que tu couches avec ma femme? Jake tressaillit. Je pensais que vous étiez déjà séparés. Sarah m'a dit que votre mariage était terminé. Que vous restiez ensemble juste pour Emma. Encore un mensonge de Sarah. David n'était pas surpris. Mon mariage allait bien jusqu'à ce que tu arrives, dit David. Pas parfait, peut-être, mais bien. Nous étions une famille. Je suis désolé, répéta Jake. Je le suis vraiment. David regarda cet homme qui avait aidé à détruire sa vie et ne ressentit rien d'autre que de la pitié. Jake avait gâché sa carrière et sa réputation pour une liaison avec une femme mariée, et maintenant il était bloqué face aux conséquences. Ne reviens plus chez moi, dit David finalement. Mais j'appellerai la sœur de Sarah, pour le bien d'Emma. Jake hocha la tête avec gratitude et se tourna pour partir. Puis il s'arrêta et se retourna. Pour ce que ça vaut, Sarah t'aimait vraiment. Elle parlait de toi tout le temps, de ton intelligence, de ton travail acharné. Je pense que c'est pour ça qu'elle prend ça si mal. Si elle m'aimait, elle avait une drôle de manière de le montrer. Jake n'eut pas de réponse. Il se dirigea vers sa Honda déglinguée et s'éloigna, laissant David seul avec ses pensées et son moteur de bateau. Ce soir-là, David appela la sœur de Sarah, Linda. La conversation fut brève et inconfortable. Linda confirma que Sarah était en difficulté et accepta d'organiser une intervention avec leur mère. David lui donna l'adresse que Jake avait fournie et raccrocha, se sentant avoir fait son devoir. 2 semaines plus tard, Linda rappela. Sarah était dans un centre de traitement pour la dépression et l'abus d'alcool. Elle y resterait au moins 30 jours, peut-être plus longtemps. Elle m'a demandé de te dire quelque chose, dit Linda. Elle voulait que tu saches qu'elle est désolée pour tout. David remercia Linda et raccrocha. Il ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que Sarah reçoive de l'aide. Tristesse que l'on en soit arrivé là. Le printemps se transforma en été et la vie trouva un nouveau rythme. David accepta un emploi dans une entreprise de construction locale, renonçant au salaire plus élevé du travail en mer pour avoir la chance d'être à la maison chaque soir. Emma s'épanouit grâce à cette stabilité, ses notes s'améliorèrent et ses perspectives universitaires s'éclaircirent. Ils eurent des nouvelles occasionnelles de Sarah par l'intermédiaire de Linda. Elle avait terminé le programme de traitement et vivait dans un centre de réinsertion, travaillant comme employée de caisse dans une épicerie. Elle était sobre et suivait une thérapie, reconstruisant lentement sa vie, un jour à la fois. Emma demanda à rendre visite à sa mère, et David ne s'y opposa pas. Leurs rencontres furent maladroites, mais cordiales, des visites supervisées dans des lieux publics où Sarah put s'excuser et Emma commençait à pardonner. Elle a l'air différente, dit Emma à David après une de ses visites. Plus vieille, plus triste, mais peut-être un peu plus sage aussi. David espérait que c'était vrai. Pour Emma, il voulait que Sarah trouve la paix et le bonheur. Pas avec lui. Ce pont était brûlé sans espoir de réparation, mais quelque part avec quelqu'un qui pourrait apprécier ce qu'elle avait à offrir. Alors que l'année de terminale d'Emma commençait, David commença à réfléchir sérieusement à son propre avenir. Il avait 46 ans, était financièrement à l'aise et complètement célibataire pour la première fois en plus de 2 décennies.
La perspective était à la fois terrifiante et excitante. Il commença petit, s'inscrivant à une salle de sport, prenant un cours de cuisine, acceptant des invitations à des événements sociaux qu'il avait précédemment évités. Lentement, prudemment, il commença à reconstruire sa vie en tant qu'individu plutôt que comme la moitié d'un couple. La première femme avec qui il eut un rendez-vous était une enseignante à l'école d'Emma, une mère divorcée de 2 enfants, qui comprenait les complexités de recommencer à zéro. Rien n'en découla sur le plan romantique, mais ils devinrent amis, et elle aida David à réaliser qu'il était prêt à faire confiance à nouveau, du moins à petite dose. Pendant ce temps, Thomas avait effectivement déménagé à Dallas et semblait s'épanouir. Il avait trouvé du travail dans une entreprise d'ingénierie et sortait avec une femme qu'il avait rencontrée à un barbecue d'église. Lors de leurs appels téléphoniques hebdomadaires, il semblait plus heureux que David ne l'avait entendu depuis des années. Ce qui est bien avec le fait de recommencer, dit Thomas lors d'une conversation, c'est que tu décides qui tu veux être. Tu n'es pas enfermé dans la personne que tu étais avant. David comprit ce que son frère voulait dire. L'homme qu'il avait été pendant son mariage, le pourvoyeur, le protecteur, celui qui ignorait les signes avant-coureurs pour préserver la paix. Cet homme était parti. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, mais aussi plus honnête, moins confiant, mais plus conscient de lui-même. Octobre apporta les lettres d'acceptation universitaire et les offres de bourse d'études. Emma avait le choix parmi les universités, et elle choisit un programme d'ingénierie dans une université à 3 heures de route. Assez près pour visiter, assez loin pour être indépendante. « Tu es sûr que tu vas t'en sortir seul ?» demanda Emma alors qu'il visitait le campus. « Je suis sûr, » dit David, et il le pensait. « De plus, tu seras à la maison pour les vacances et les étés. Du moins pour un temps. » Il traversait le quad quand le téléphone d'Emma vibra avec un message texte. Son visage devint grave en le lisant. « C'est maman, dit-elle. Elle veut savoir si on peut prendre un café avant que je parte à l'université. » David sentit la tension familière dans ses épaules. Même après tout ce temps, toute mention de Sarah l'affectait encore. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. « Je veux la voir, mais je veux que tu sois là aussi. » Le premier réflexe de David fut de refuser. Lui et Sarah n'avaient pas été dans la même pièce depuis l'audience de divorce, il y a presque 1 an, mais Emma le demandait, et Emma demandait rarement quoi que ce soit. « D'accord, dit-il, si c'est ce que tu veux. » Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, un café du centre-ville où aucun d'eux n'était allé auparavant. Sarah arriva la première, l'air nerveuse et beaucoup plus mince que David ne se souvenait. Ses cheveux étaient coupés courts et elle portait des vêtements simples sans maquillage. Elle ressemblait à une personne différente de la femme qui avait amené Jake Peterson chez eux cette nuit-là. « Merci d'être venu, » dit Sarah quand David et Emma s'assirent en face d'elle. « Tous les deux ? Je n'étais pas sûr que vous le feriez. » Emma tendit la main sur la table et serra celle de sa mère. « Comment vas-tu, maman ? » « Mieux. Un jour à la fois. » La voix de Sarah était stable mais calme. « Je travaille, je vais à des réunions, je vois un thérapeute. C'est difficile, mais c'est bien. » David ne dit rien, se contentant de laisser Emma mener la conversation. Il étudia le visage de Sarah, cherchant des signes de la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait aimée. Elle était toujours là, sous les dommages et les années, mais changée de manière fondamentale. « Je voulais m'excuser, » dit Sarah, regardant directement David pour la première fois. Pas seulement pour l'aventure, mais pour tout. Pour les mensonges, la manipulation, la façon dont je vous ai traités tous les deux. J'ai été égoïste et cruel et je suis désolé. David hocha la tête mais ne parla pas. Les mots étaient creux et Sarah avait prouvé que les actions importaient plus que les excuses. « Je sais que vous ne pouvez probablement pas me pardonner, » continua Sarah. « Je ne me pardonnerais pas si j'étais à votre place. Mais j'avais besoin que vous sachiez que j'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Ce n'était pas ta faute, David. Tu étais un bon mari et j'ai tout gâché. » Pourquoi ? Le mot sortit avant que David ne puisse le retenir. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sarah resta silencieuse un long moment, fixant sa tasse de café. Quand elle releva la tête, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Oh, parce que j'étais seule, » dit-elle simplement, et effrayée et stupide. « Tu étais tellement absent pour le travail, et Emma grandissait et n'avait plus autant besoin de moi, et je me sentais invisible, comme si je m'évanouissais simplement. » David voulut faire remarquer qu'il avait travaillé en mer pour subvenir aux besoins de leur famille, que tout ce qu'il avait fait avait été pour Sarah et Emma.
Mais il avait déjà dit ces choses pendant le divorce, et elles n'avaient fait aucune différence. Puis j'ai pensé, si quelqu'un d'autre me voulait, si quelqu'un d'autre me trouvait excitante et attirante, alors peut-être que je ne disparaissais pas après tout. La voix de Sarah se brisa. Je me suis trompé sur tout. Jake ne m'aimait pas. Il ne faisait que m'utiliser et j'ai détruit le seul véritable amour que j'ai jamais eu. Emma pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essuyait avec sa serviette. David sentit ses propres yeux brûler mais maîtrisa ses émotions. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, dit Sarah. Mais je peux vous promettre que je travaille chaque jour. Pour devenir une meilleure personne pour moi et pour Emma. Ils parlèrent pendant une autre heure, naviguant prudemment autour des sujets les plus douloureux. Sarah posa des questions sur les projets universitaires d'Emma et le nouveau travail de David. Elle ne posa pas de questions sur sa vie personnelle, et il fut reconnaissant de cette petite grâce. Quand vint le moment de partir, Sarah serra Emma fort dans ses bras et lui murmura quelque chose à l'oreille qui fit hocher la tête à Emma et sourire à travers ses larmes. Elle se tourna vers David et lui tendit la main. Après un instant d'hésitation, il la serra. « Prends soin de toi, Sarah, dit-il. Toi aussi, vous deux. » David et Emma rentrèrent en voiture en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Emma prit la parole. « Qu'est-ce qu'elle t'a murmuré ?» demanda David. « Elle a dit qu'elle espérait que tu trouverais un jour quelqu'un qui te mérite. » Emma regarda son père. « Je l'espère aussi. » David sourit. « Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis plutôt heureux avec nous deux. » Les mois passèrent rapidement après cela. Emma termina le lycée avec les honneurs et se prépara pour l'université. David continua à travailler et à élargir lentement son cercle social. Il eut quelques autres rendez-vous, rien de sérieux, mais chacun l'aida à se souvenir ce que c'était que de se connecter avec une autre personne. Sarah tint parole quant à son désir de devenir une meilleure personne. Elle assista à la cérémonie de remise des diplômes d'Emma, assise au fond et applaudissant lorsque le nom d'Emma fut appelé. Après, elle félicita Emma d'une brève accolade et partit sans essayer de s'immiscer dans la célébration familiale. La nuit précédant le départ d'Emma pour l'université, elle et David s'assirent sur le porche arrière, regardant les étoiles et parlant de l'avenir. « Tu es nerveuse ?» demanda David. « Un peu, mais surtout excitée. » Emma appuya sa tête sur son épaule. « Et toi ? Nerveux d'avoir la maison pour toi tout seul ? » « Un peu, » admit David, « mais surtout excité aussi. Tu devrais voyager, voir le monde. Tu n'as jamais vraiment été nulle part sauf pour le travail. » David avait pensé la même chose. Il économiserait de l'argent en vivant modestement et en travaillant à des heures régulières. Il pourrait se permettre de prendre du temps libre, peut-être visiter l'Europe ou l'Asie, des endroits dont il n'avait fait que lire. « Peut-être que je le ferai, » dit-il, après t'avoir installé à l'université. Ils s'assirent dans un silence confortable, écoutant les bruits nocturnes de leur quartier. Le lendemain, Emma commencerait sa vie d'adulte, et David entamerait le prochain chapitre de la sienne. « Papa, » dit Emma soudainement. « Merci pour tout, de t'être battu pour moi, d'avoir pris soin de moi. De m'avoir montré ce que c'est que de gérer les choses avec dignité. » David sentit sa gorge serrée par l'émotion. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es ma fille. C'est ce que font les pères. Pas tous les pères. J'ai eu de la chance. » Le lendemain matin, David aida Emma à charger ses affaires dans son camion pour le trajet jusqu'à l'université. Alors qu'ils quittèrent l'allée, David regarda la maison qu'il avait tant lutté pour conserver. Elle paraissait plus petite, d'une certaine manière, moins importante qu'elle ne l'avait été pendant le divorce. Peut-être était-il temps de la vendre après tout. Peut-être était-il temps de laisser complètement le passé derrière lui et de construire quelque chose d'entièrement nouveau. 2 mois après qu'Emma eut commencé l'université, David croisa Jake Peterson dans une épicerie. Jake avait meilleure mine que lors de sa visite chez David. Plus propre, en meilleure santé, portant des vêtements de travail qui suggéraient qu'il avait trouvé un emploi. « David, » dit Jake, manifestement mal à l'aise. « Comment vas-tu ? » « Bien, » répondit David d'un ton neutre. « Et toi ? » « Bien. Je travaille dans la construction maintenant. Rien de spécial, mais c'est un travail honnête. » Jake marqua une pause. « J'ai entendu dire que Sarah avait reçu de l'aide. Je suis content. » David hocha la tête mais ne dit rien. Il n'avait aucun intérêt à ressasser le passé avec Jake. « Écoute, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça,
mais je dois le dire. Ce que nous avons fait était mal, et je suis désolé. Je suis aussi allé en thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi je prends de si stupides décisions. Tant mieux pour toi, dit David, et il le pensait. Tout le monde méritait une chance de devenir une meilleure personne, même Jake. J'espère que les choses vont s'arranger pour toi. Tu as l'air d'un bon gars qui a eu un mauvais coup. David faillit sourire à cela. On a tous des mauvais coups parfois. C'est ce qu'on en fait qui compte. Jake hocha la tête et s'éloigna, laissant David seul avec ses pensées et ses courses. La rencontre ne l'avait pas bouleversé comme elle l'aurait pu. Un an auparavant. Il ne ressentait plus rien d'autre que de l'indifférence envers Jake Peterson maintenant, et cela ressemblait à un progrès. Ce soir-là, David appela Emma pour lui raconter sa rencontre avec Jake. Elle écouta sans commentaire, puis changea de sujet pour parler de ses cours d'ingénierie et des amis qu'elle se faisait. « Tu as l'air heureuse, observa David. « Je suis vraiment heureuse. L'université est tout ce que j'espérais. » Emma marqua une pause. « Tu es heureux, papa ?» David considéra la question. Était-il heureux? Son mariage était terminé. Sa famille était dispersée. Sa vie avait été bouleversée. Mais il était aussi libre des mensonges et des faux-semblants. Il avait l'amour et le respect de sa fille. Il avait sa santé, son travail et un avenir plein de possibilités. Oui, dit-il, surpris de réaliser que c'était vrai. Je crois que je le suis. Noël ramena Emma à la maison pour les vacances d'hiver, avec des histoires de la vie universitaire et un petit ami nommé Marcus qui étudiait l'architecture. David aimait la façon dont Emma s'illuminait quand elle parlait de Marcus, de la même manière que son visage rayonnait quand elle était petite et parlait de ses livres préférés. Sarah appela le matin de Noël pour souhaiter le meilleur à Emma, mais elle ne demanda pas à la voir. C'était probablement mieux ainsi. Ils guérissaient tous à leur manière, et certaines blessures avaient besoin de distance pour guérir correctement. Le soir du Nouvel An, David assista à une fête organisée par l'un de ses collègues. Il faillit ne pas y aller. Les fêtes lui rappelaient trop la vidéo qui avait tout déclenché. Mais Emma l'encouragea à faire un effort, et il fut heureux d'avoir écouté. Il rencontra une femme nommée Carole, une infirmière qui avait déménagé en ville 6 mois plus tôt pour être plus proche de ses parents vieillissants. Elle était drôle et gentille, avec des rides d'expression autour des yeux et une franchise que David trouvait rafraîchissante. Ils parlèrent pendant des heures de travail et de famille, et des défis particuliers de recommencer à la quarantaine. Carole était divorcée depuis 3 ans et avait ses propres enfants adolescents, elle comprenait donc les complexités de la situation de David sans jugement. « Aimerais-tu dîner un de ces jours ?» demanda David alors que la fête se terminait. « J'aimerais bien, » dit Carole, en lui tendant son numéro de téléphone. « Mais je dois te prévenir, je ne cherche rien de compliqué. J'ai eu assez de drames pour toute une vie. » Ça fait 2, dit David, et il le pensait. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un restaurant tranquille où ils purent parler sans crier par-dessus une musique forte. Le deuxième fut sur un sentier de randonnée où ils découvrirent un amour partagé pour la nature. Au 5e rendez-vous, David réalisa qu'il avait plus hâte de voir Carole qu'il n'avait eu hâte de quoi que ce soit depuis des années. Elle était différente de Sarah à tous égards importants. Là où Sarah avait été impulsive et émotionnelle, Carole était stable et réfléchie. Là où Sarah s'était préoccupée des apparences et du statut, Carole valorisait l'honnêteté et l'authenticité. « Je l'aime bien », dit Emma quand elle rencontra Carole pendant les vacances de printemps. Elle n'essaie pas trop de m'impressionner, et elle n'agit pas comme si elle essayait de remplacer maman. C'était la chose que David appréciait le plus chez Carole. Elle comprenait qu'elle entrait dans une vie qui avait déjà une histoire. Elle n'essayait pas d'effacer le passé ou de le concurrencer. Elle offrait simplement quelque chose de nouveau et de différent. En été, ils parlaient d'emménager ensemble. La maison de David contenait trop de souvenirs, et l'appartement de Carole était trop petit. Ils trouvèrent un endroit de l'autre côté de la ville, une maison plus petite avec un jardin que Carole aimait et un atelier où David pouvait bricoler des moteurs. Thomas vint leur rendre visite en juillet, amenant sa petite amie Hélène pour rencontrer David et Emma. Tous les 4 s'assirent sur le porche arrière de la nouvelle maison de David, buvant de la bière et regardant le coucher du soleil. « Tu as l'air bien », dit Thomas à son frère. « Détendu, heureux. »« Je me sens bien », dit David. Et c'était vrai. La colère et l'amertume qu'il avait consumées pendant le divorce s'étaient estompées, remplacées par quelque chose qui ressemblait à du contentement. « Qu'est-il arrivé à Sarah ?» demanda Hélène. « Pardon, je ne veux pas être indiscrète.
Thomas m'a un peu raconté ce qui s'est passé. Elle va bien d'après ce que j'entends, dit David. Elle travaille, elle est sobre, elle reprend sa vie en main. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Emma hocha la tête avec approbation. Elle avait vu sa mère quelques fois au cours de l'année écoulée. De brèves rencontres qui semblaient bien se passer pour les deux. Sarah sortait avec quelqu'un de nouveau, un homme qu'elle avait rencontré en thérapie, qui comprenait ses difficultés et soutenait sa guérison. C'est étrange, dit Emma. Je pensais que le divorce était une chose terrible qui détruisait les familles. Mais dans notre cas, je pense que ça a sauvé ce qui restait de notre famille. Nous sommes tous en meilleure santé séparément que nous ne l'étions ensemble. David ne pouvait pas contester cela. L'unité familiale qui avait existé avant le divorce avait été construite sur des mensonges et du ressentiment. Ce qu'ils avaient maintenant, des relations honnêtes fondées sur le choix plutôt que sur l'obligation, était plus fort, même si cela semblait différent. À l'approche de l'automne, alors qu'Emma se préparait à retourner à l'université pour sa 3e année, David se surprit à réfléchir à tout ce qui avait changé en 3 ans. L'homme qui était resté assis dans son salon à regarder ces images de surveillance lui semblait désormais étranger, en colère, blessé, préparant sa vengeance. Il avait obtenu sa vengeance. Bien sûr, Sarah avait perdu son emploi, son mariage, sa maison, sa réputation. Elle avait été forcée d'affronter ses démons et de reconstruire sa vie de zéro. David était sorti victorieux à tous égards. Mais quelque part au cours de ce voyage de victime à vainqueur, David avait découvert que la vengeance était une victoire creuse. Ce qui importait n'était pas de punir Sarah pour sa trahison, mais de construire quelque chose de mieux à partir des débris de leur mariage. Le jour où Emma partit pour sa 3e année, David et Carole la conduisirent ensemble sur le campus. Emma les serra tous les deux dans ses bras pour leur dire au revoir, promettant d'appeler ce soir-là et de leur rendre visite pour Thanksgiving. Alors qu'ils rentraient chez eux, Carole tendit la main et prit celle de David. « À quoi tu penses » dit-elle. « Je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. » Carole lui serra la main. « La meilleure partie de recommencer, c'est que tu peux choisir ce que tu veux garder de ton ancienne vie et ce que tu veux laisser derrière toi. » David regarda la femme à ses côtés, intelligente, compatissante, réelle d'une manière que Sarah n'avait jamais été, et se sentit reconnaissant pour le chemin qui les avait menés l'un à l'autre. La trahison et la douleur avaient été nécessaires, réalisa-t-il. Sans elle, il n'aurait jamais trouvé la force d'exiger mieux pour lui-même. Ce soir-là, ils s'assirent dans leur jardin, regardant les tomates de Carole mûrir sous le soleil de la fin de l'été. Le téléphone de David sonna pour l'appel promis d'Emma, pleine d'enthousiasme pour ses nouveaux cours et des nouvelles de Marcus, qui passait un semestre à l'étranger en Italie. Après avoir raccroché, David et Carole s'assirent dans un silence confortable, chacun lisant un livre et commentant occasionnellement des passages intéressants. C'était le genre de domesticité calme et intime que David avait toujours trouvé ennuyeuse quand il était plus jeune. Maintenant, il comprit que c'était en fait précieux. « David, » dit Carole, levant les yeux de son roman. « Oui. Je t'aime. » C'était la première fois que l'un d'eux le disait. David posa son livre et regarda cette femme qui lui avait appris qu'il était possible de faire confiance à nouveau, d'aimer à nouveau, de construire quelque chose de nouveau sans essayer de recréer ce qui avait été perdu. « Je t'aime aussi, » dit-il, et il le pensait entièrement. Ils s'embrassèrent dans la lumière déclinante. Deux personnes qui s'étaient trouvées après avoir appris à leurs dépens que certaines fins sont en fait des débuts déguisés. Des années plus tard, David repenserait à la nuit où il avait vu pour la première fois ces images de surveillance comme le moment où sa vraie vie avait commencé. Non pas à cause de la vengeance qu'il avait planifiée, ou de la justice qu'il avait rendue, mais parce que cela l'avait forcé à cesser d'accepter moins que ce qu'il méritait. Sarah lui avait appris la trahison. Carole lui avait appris la rédemption. Emma lui avait appris l'amour inconditionnel. Et il s'était appris à lui-même qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, pour choisir différemment, pour devenir la personne qu'il était censé être. La maison où son ancienne vie était morte fut vendue à un jeune couple avec de petits-enfants. David passait parfois devant et ne ressentait rien d'autre qu'une légère curiosité pour les gens qui y vivaient maintenant. Le passé était passé, classé dans la mémoire, mais plus assez aiguisé pour blesser. Par une chaude soirée d'octobre, 5 ans après le divorce, David était assis sur son porche avec Carole et regardait les enfants du quartier jouer dans la rue. Son téléphone vibra avec un message texte d'Emma, maintenant en études supérieures et fiancée à Marcus. «
J'ai hâte de vous voir tous les deux à Thanksgiving. Marcus est impatient de rencontre. Traire Carole convenablement. Je t'aime, papa. David sourit et montra le message à Carole, qui tricotait une écharpe pour l'anniversaire d'Emma. C'est une bonne enfant, dit Carole. Tu l'as bien élevée, n'est-ce pas? Nous nous sommes tous élevés mutuellement, je crois. Alors que le soleil se couchait sur leur rue tranquille, David réfléchit au voyage étrange qu'il avait amené à ce moment. La trahison qu'il avait presque détruit l'avait finalement libéré pour trouver le vrai bonheur. La vengeance qu'il avait si soigneusement planifiée importait moins que la vie qu'il avait construite après. Parfois, les meilleures victoires ne consistent pas à vaincre ses ennemis. Parfois, elles consistent à survivre à sa douleur et à découvrir que la joie est à nouveau possible. David tendit la main vers Carole alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouveaux moments pour choisir la gentillesse plutôt que l'amertume et l'espoir plutôt que la peur. Mais ce soir, assis avec la femme qu'il aimait et la vie qu'ils avaient construite ensemble, David Thompson était exactement là où il devait être. Fin.